Alors, puisque le ton des débats est assez personnel, et puisque depuis que, lorsque je préparais une thèse de littérature yiddish, j'avais demandé à ma directrice de thèse, Rachel Hertel, comment est-ce qu'on écrit une thèse, et elle m'avait répondu, comme tout ce qu'on fait dans la vie, avec sa libido. Donc, et c'est sans doute pour ça que je n'ai pas fait une carrière universitaire, parce que tout ce que je le fais avec ma libido. Donc commençons par la libido, rassurez-vous, ça va aller très loin. Euh, Valérie Zenetti et moi, on s'est souvent croisés, et on ne s'était pas vraiment rencontrés. Jusqu'à il y a quelques semaines, où nous avons été invités à un merveilleux mariage de deux amis communs, Eric et Yves. Pour moi, c'était mon premier mariage gay, c'était extrêmement émouvant. Et Eric est musicien et il a assuré la musique avec son groupe Les Yeux Noirs de son propre mariage, y compris de la musique orientale. Et nous avons été amenés, Valérie et moi, à danser ensemble. Ça a été merveilleux, on a dansé une danse orientale ensemble. Et à la fin de la danse, Valérie m'a regardé, sans doute ressentait-elle la même chose que moi, ces croisements sans vraie rencontre. Et elle m'a dit, ah ben, au moins maintenant on sait qu'on peut danser ensemble. Et, et quelques semaines après, Valérie m'a proposé de participer au banquet, à ce banquet, et j'en suis extrêmement heureux. Voilà. Le, je vais vous dire 2-3 mots sur, vous verrez que ça a une importance pour plus tard, sur comment j'ai appris l'hébreu et le yiddish, en fait. Moi, je suis issu d'une famille dite mixte, comme dirait mon père, jusqu'au mariage gay. Il disait, je ne connais pas de couple non mixte. Maintenant, on en connaît. Et mon père n'est pas juif, ma mère est juive, née à Paris, d'une famille venue de Pologne dans les années 1920. Et son père a été arrêté à Paris en 1941. Il a passé 1 an au camp de Bonne-la-Rolande, puis déporté à Auschwitz et assassiné à Auschwitz. Ma grand-mère, elle, est morte à Paris en 1942, à l'hôpital. Et j'ai été élevé dans une famille où on ne parlait pas yiddish, où on ne parlait pas hébreu, où le judaïsme passait uniquement par la cuisine, le bouillon de Kneidler, ce qui est très très important. Et donc lorsque, à l'adolescence, j'ai essayé d'aller à la recherche de ce grand-père assassiné à Auschwitz et que j'ai ressenti un besoin impérieux de parler la langue qui avait été la sienne, le yiddish, finalement j'étais totalement vierge par rapport à la culture juive, aux langues juives. Et tout de suite, j'ai eu la sensation que je ne pourrais pas être totalement juif si je ne parlais pas et le yiddish et l'hébreu. Et donc, j'ai appris ces 2 langues, ce qui, à l'époque, était une démarche extrêmement singulière. Apprendre le yiddish, c'était assez singulier, mais apprendre les 2 langues, qui avaient été le sujet de ce qu'on a appelé la guerre des langues à l'intérieur de la société juive, c'était extrêmement singulier. Donc j'ai ressenti ça. J'ai commencé en 1985. J'étais pendant 1 an et demi à Jérusalem. Et j'apprenais l'hébreu et j'ai pris des cours d'yiddish à l'université hébraïque de Jérusalem. Et j'ai ressenti tout l'interdit qu'il pouvait y avoir à l'idée d'apprendre le yiddish en Israël. Ensuite, je suis rentré à Paris. J'ai continué les cours de yiddish. Et j'ai senti toute la violence qu'il pouvait y avoir à connaître l'hébreu et apprendre le yiddish. Les élèves dans les cours disaient au prof, quand le prof avait le malheur de vouloir expliquer un mot d'origine hébraïque dans un cours de yiddish, il disait « on n'est pas sioniste » ou alors « on n'est pas religieux ». Voilà, donc c'était juste une petite introduction pour vous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui, et j'ai intitulé cette rencontre La littérature yiddish en Israël, je t'aime, moi non plus. Je voudrais aussi citer, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire, un merveilleux livre de Yael Neeman, qui s'appelle « Nous étions l'avenir », Haynu He'atid, qui a été publié chez Actes Sud il y a quelques années, qui raconte son enfance au kibbutz. Et il y a quelque chose, bon, c'est un livre merveilleux, je vais juste vous citer cette chose qui m'a extrêmement touché. Elle dit
l'avantage d'avoir été élevé dans une maison d'enfants collective, c'est-à-dire en dehors, d'avoir passé les nuits en dehors de la maison de nos parents, les parents étant dans ce kibbutz en majorité des rescapés du génocide originaire de Hongrie, si j'ai bon souvenir, c'est que la nuit, toutes les nuits, contrairement à nos petits camarades qui avaient été élevés en ville dans la maison de leurs parents, nous n'entendions pas les cauchemars et les hurlements de nos parents. Et ça m'a beaucoup touché. Alors moi, ces cauchemars et ces hurlements, je ne les ai pas entendus puisque mes grands-parents, malheureusement, n'ont pas été rescapés. Mais cette transmission sans transmission du génocide par ma mère qui était orpheline, je l'ai ressentie. En revanche, cette guerre des langues, et c'est sans doute pour ça que j'ai pu apprendre les deux langues en même temps, cette guerre des langues qui a fait rage pendant quasiment tout le XXe siècle, en tout cas toute la première moitié du XXe siècle, entre l'hébreu et le yiddish, je n'en ai pas été le dépositaire dans mon enfance. J'en ai été le témoin à partir de l'âge de 20 ans, quand j'ai commencé à les apprendre, comme je viens de vous raconter. Mais en tout cas, je n'avais pas de frein psychologique dû à l'enfance et dû à la généalogie par rapport à l'apprentissage de ces langues. C'est pour ça que je vous disais que j'étais vierge par rapport à ça. Voilà. Alors je vais commencer par 2-3 notions générales qui vont revenir pour ceux, alors excusez ceux qui connaissent ça par cœur, mais il y a sans doute des personnes dans la salle qui ne le connaissent pas, parce que c'est des choses qui vont revenir. Déjà, on a parlé d'Aliyah dans les rencontres précédentes. Je voudrais juste, les Aliyot, les Aliyahs, ce sont les vagues d'immigration des Juifs en Palestine à partir de la fin du XIXe siècle. Donc on appelle première Aliyah à partir de 1880, une Aliyah, disons, plutôt romantique ou plutôt inspirée par le mouvement narodniki russe, c'est-à-dire de retour à la terre, mais sans vrai engagement politique. La deuxième Aliyah, qui a lieu dans les années à partir de 1905 et de la révolution avortée de Russie, elle est une Aliyah profondément politique et socialiste. Et c'est l'Aliyah qui va donner les grands dirigeants de la communauté juive de Palestine avant la création de l'État d'Israël, puis les premiers dirigeants de l'État d'Israël, c'est la génération de Ben Gurion notamment. La troisième Aliyah dans les années 1910 suit un petit peu la deuxième Aliyah, et c'est des personnes de même nature, mais qui à ce moment-là s'installent beaucoup et créent le mouvement des kibbutzim, des kibbutz et des communautés agricoles. La quatrième Aliyah dans les années 1920, c'est une Aliyah, c'est le début de l'Aliyah dite urbaine. C'est une Aliyah de juifs polonais qui quittent la Pologne à cause de l'indépendance de la Pologne qui a été acquise après la Première Guerre mondiale et les premières mesures restrictives à l'égard des juifs en Pologne. Et la cinquième Aliyah, c'est une Aliyah des années 1930, qui est une Aliyah mélangée de juifs qui doivent fuir l'Allemagne puis l'Autriche, et la continuation de l'Aliyah des juifs polonais, donc mélangée. Tout ça pour vous dire que jusqu'à la fin des années 20, au début des années 30, la plupart de ces mouvements d'immigration vers la Palestine concernent des gens dont la langue maternelle, pas forcément la seule langue d'expression, mais en tout cas la langue maternelle est le yiddish. Ce qui représente, enfin voilà, donc c'est vraiment le corpus de ce que je veux vous raconter aujourd'hui. Ensuite, après la création de l'État d'Israël, il y a à la fin des années 40, puis durant les années 50, à la fois des juifs originaires d'Europe qui sont des rescapés du génocide, et à la fois, comme Moshe Sakal vous l'a raconté, des juifs originaires des pays arabes et des pays musulmans. Et enfin, bon, je passe quelques petites communautés juives qui n'ont pas une importance culturelle prépondérante dans la vie d'Israël, comme les juifs éthiopiens. Ça pose des tas de problèmes, mais ça ne sert pas notre propos d'aujourd'hui. Mais au début des années 70, puis au début des années 90, il y a 2 vagues successives de juifs originaires d'Union soviétique. Et à nouveau, c'est des juifs qui ont le yiddish comme langue importante, pas forcément comme langue maternelle, parce que le yiddish a commencé à se perdre aussi en Union soviétique. Mais en tout cas, en Union soviétique, le yiddish avait été considéré comme la langue officielle
de la nationalité juive. Les Ukrainiens avaient l'ukrainien, les Arméniens avaient l'arménien, les Juifs étaient la seule nationalité sans territoire, décrétée par Lénine au début des années 20, et la langue officielle des Juifs d'Union soviétique, c'était le yiddish, en tout cas la langue de culture. Voilà, donc tout ça pour vous dire de quelle population on parle. Ensuite, petite mise au point, quelle est la différence entre le yiddish et l'hébreu? Parce que peut-être dans la salle, les personnes ne le savent pas. Le yiddish s'écrit en caractères hébraïques, mais c'est une langue juive de diaspora qui est née autour de l'an 1000 dans la vallée du Rhin. Et donc c'est une langue qui se rapproche, c'est une langue germanique en fait, qui se rapproche de l'allemand avec des influences hébraïques, avec ensuite des influences slaves, mais c'est pas du tout la même langue que l'hébreu, même si elle s'écrit en caractère hébraïque, comme le farsi et l'arabe s'écrivent toutes les deux en caractère arabe, mais sont des langues fondamentalement différentes. Enfin, dernière chose, on va parler du vieux Yishuv et du nouveau Yishuv. Alors le vieux Yishuv, Yishuv ça veut dire communauté, enfin c'est un mot assez difficile, implantation en hébreu. Le vieux Yishuv, ce sont les Juifs qui étaient en Palestine avant 1880. Il y avait notamment 4 villes qu'on appelle les 4 saintes communautés de Jérusalem, de Hébron, de Tibériade et de Safed, dans lesquelles il y avait des populations juives. Et le nouveau Yishuv, c'est toutes ces populations qui sont arrivées à partir de 1880 et qui étaient, en termes d'inspiration, fondamentalement différentes du vieux Yishuv, et surtout des gens qui n'avaient pas plusieurs générations de présence sur place. Le vieux Yishuv, la grande constitution, c'était le XVIIIe siècle. Il y avait des Juifs avant, mais principalement à partir du XVIIIe siècle. Alors, un petit détour avant d'arriver vraiment en Palestine, un petit détour sur qu'est-ce que le monde yiddish et qu'est-ce que la matrice, où se trouve la matrice du yiddish. La matrice du yiddish, on peut se référer à cet égard à un livre de Rachel Hertel qui s'appelle Le Shtetl, la bourgade juive de Pologne. La matrice du yiddish, c'est vraiment le shtetl, c'est-à-dire la bourgade. Quand on dit bourgade juive de Pologne, c'est souvent des bourgades, tout un réseau de milliers de bourgades dans tout l'ancien empire tsariste et même un peu plus largement que ça. Quand je parle de réseau, c'était des bourgades qui étaient en réseau les unes avec les autres, parce que vous savez, les Juifs ont toujours eu la bougeotte, et qui avaient créé sur la moitié du territoire de l'Europe une culture très singulière, sans État, mais une culture extrêmement vivante. Et donc le yiddish s'est développé et s'est épanoui dans ces petites bourgades, et après, au XIXe siècle, avec l'urbanisation, dans un certain nombre de grandes villes qui ont réuni les Juifs des bourgades, enfin qui n'ont pas tous quitté les bourgades, mais qui ont commencé à affluer vers les grandes villes, comme dans tous les pays où il y a eu un phénomène d'urbanisation. Et donc, de sorte qu'entre les deux guerres, il y avait, et à partir de 1880, il y a eu une grande vague d'émigration des Juifs d'Europe orientale du fait de crise économique et d'une politique antisémite de la part du pouvoir tsariste, qui a fait aller de nombreuses vagues d'émigration, notamment vers les États-Unis, mais aussi vers l'Europe occidentale, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Amérique du Sud et l'Amérique latine, puis l'Australie et l'Afrique du Sud, et la Palestine. De sorte qu'entre les deux guerres, en fait, ce qu'on appelle le Yiddishland n'est plus cantonné à l'Europe orientale, mais il y a 3 centres à peu près de même importance démographique, la Pologne, l'URSS, puisqu'à partir des années 20, petit à petit, la frontière devient de plus en plus close entre l'URSS et le reste du monde, et les États-Unis. À peu près 3 millions de Juifs en Pologne, 3 millions de Juifs en URSS, 3 millions de Juifs aux États-Unis, avec 3 métropoles culturelles que sont Varsovie pour la Pologne, Kiev pour l'URSS, donc en Ukraine, et New York pour les États-Unis. Kiev, puis
petit à petit Moscou, mais tout d'abord Kiev, puisque les Juifs étaient vraiment dans l'Empire russe, beaucoup avaient été cantonnés par le pouvoir dans ce qu'on appelle la zone de résidence qui était en Pologne, en Ukraine et en Biélorussie. Mais dans la Russie, la vraie Russie, les Juifs étaient quasiment interdits de séjour. Alors venons-en à la Palestine à présent. Alors l'afflux de Juifs en Palestine est le résultat, en tout cas pour les premières aliyas, de la révolution sioniste. Au XIXe siècle, un tas de nombreux pays d'Europe ont pris une conscience nationale, voire nationaliste, et les Juifs ont accompagné ce mouvement, sont allés dans le même mouvement, de la même manière que les Grecs, par exemple, se sont forgés une langue nationale, ou les Roumains, etc. Enfin, tous les pays qui avaient été dans des grands empires et qui étaient dans des grands empires, mais des grands empires qui étaient au bord de l'effondrement, eh bien, les Juifs ont été saisis par ce nationalisme, et ce nationalisme s'est cristallisé, pas forcément, ça n'était pas l'objet d'un consensus, mais en tout cas, le sionisme s'est cristallisé autour de l'idée que, puisque les Juifs n'avaient pas de terre et pas de langue commune, eh bien, la terre, ce serait la Palestine, Sion, Eretz Israël, la terre d'Israël, et la langue, ce serait l'hébreu. Alors, évidemment, ça a fait l'objet de beaucoup de polémiques. Quelle devait être la langue nationale du peuple juif, sachant que, comme le disait Michal Govrin ce matin, à la fin du 19e siècle, 90% des juifs du monde étaient des juifs ashkénazes, et dans ces 90%, une grande majorité étaient des juifs yiddishophones. Beaucoup de gens se sont dit, naturellement, la langue nationale du peuple juif, la langue vernaculaire, la langue parlée, transmise, c'est le yiddish. Eh bien non. Dans le mouvement sioniste, on verra assez vite que l'hébreu a fini par avoir la prépondérance de manière assez inattendue, parce que quasiment personne ne parlait le yiddish dans la vie de tous les jours, l'hébreu dans la vie de tous les jours, pardon. Mais il faut bien voir que quand on parle du sionisme, il est préférable de parler de révolution sioniste, parce que c'est vraiment un mouvement révolutionnaire. Un mouvement révolutionnaire que Benjamin Harshav, un intellectuel qui est mort il y a quelques années, décrit dans son livre Language in Time of Revolution comme en fait les gens qui sont entrés dans ce mouvement étaient mus par trois négations. Ils voulaient que l'avenir ne soit pas ici, donc pas en Europe orientale, pas comme maintenant, c'est-à-dire pas dans la situation sociale et politique qu'ils vivaient, et pas comme moi, c'est-à-dire plutôt pas comme mes parents, c'est-à-dire il faut que je me change pour être différent de ce que mes parents ont été ou de ce que mes parents sont. Donc trois négations qui ont amené souvent des jeunes, des gens de 18 ans, à quitter leur famille, souvent sans l'accord de leur famille. Ce n'étaient pas des familles entières au début qui partaient, c'était un enfant d'une famille ou deux enfants d'une famille, souvent contre la volonté des parents, qui quittaient l'Europe pour aller en Palestine, des têtes brûlées, souvent. C'est pour ça qu'Israël, maintenant, est l'héritier de cette tradition. Et Israël est un pays de têtes brûlées. Quand vous allez au supermarché, on se débrouille pour vous passer devant, systématiquement. Et pas Michal, pas Dori, pas Moshe, bien sûr, mais les autres, je veux dire. Et donc, il est important de savoir ça. Michal disait ce matin, les gens qui avaient quitté leur famille, souvent contre leur gré, et qui avaient refusé la vie de leur famille, quand leurs familles ont disparu en Europe orientale, il y a eu une grande culpabilité. Et c'est très important aussi pour comprendre la société israélienne. Et donc, au moment de la deuxième Aliyah, c'est-à-dire 1905, commence la prépondérance du mouvement sioniste socialiste, donc révolutionnaire. Et à l'intérieur de ce mouvement, la question linguistique n'a pas été tranchée tout de suite. C'était le parti Poel Etzion, et certains dans le Poel Etzion disaient finalement le yiddish, pourquoi pas.
Et d'autres disaient non, non, ça ne peut être que l'hébreu. Et notamment les d'autres, c'est notamment David Ben Gourion et un certain nombre de gens autour de David Ben Gourion. Comme on sait, c'est David Ben Gourion qui a fini par prendre le pouvoir. Mais d'autres disaient, pour plusieurs raisons, ils disaient effectivement, apprendre l'hébreu à des gens qui ne le connaissent pas, c'est pas facile. Et puis deuxièmement, la propagande dans les mouvements révolutionnaires est très importante. Et comment faire de la propagande en hébreu à des gens qui ne connaissent pas la langue? Donc pour toucher les masses, le yiddish reste important. De sorte que dès 1907 est créé au sein du parti Poale Zion une première revue yiddish qui s'appelle Der Anfang, le début, évidemment, dans une terre considérée comme nouvelle, et qui, à la fois, a cette idée de toucher les masses qui ne sont pas encore hébraïsées, loin de là, et en même temps de garder un lien avec le poumon de la population juive qui est en Europe orientale. C'est-à-dire qu'un organe, c'est aussi pour pouvoir toucher des gens un petit peu partout. Et donc, au départ, il y a cette ambivalence du Poale Zion par rapport à la question de la langue. Et petit à petit, cette question va connaître une radicalisation. En termes de radicalisation, je voudrais vous citer quelques événements marquants, mais la vie de tous les jours était aussi infusée régulièrement. En juillet 1914, un intellectuel juif d'Europe orientale, mais qui à l'époque habitait déjà aux États-Unis, Chaim Jitlowski, comme beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'intellectuels ou non qui avaient de la curiosité pour le mouvement sioniste, pour les premiers kibboutz, etc. Donc qui venaient en visite en Palestine pour se rendre compte par eux-mêmes. Et donc Chaim Jitlowski vient en Palestine et il fait une série de conférences parce que c'était un intellectuel extrêmement renommé. Et ces conférences, il les fait en yiddish. Et lors d'une de ces conférences qui doit être organisée à Jaffa, dans une salle de conférence, eh bien, en sortant de sa résidence, il est empêché par le directeur, par Bograchov, le directeur du lycée hébraïque de Tel Aviv, Herzliya, accompagné de ses étudiants, de ses élèves, et donc il est empêché de se rendre à sa conférence parce que, pour la seule raison, pas pour des raisons politiques, parce qu'il a l'intention de prononcer sa conférence en yiddish. Alors qu'à la même époque, 60% de la population du Yishuv déclarait que l'hébreu n'était pas sa langue principale d'expression. Et ces 60% étaient répartis entre 70% des parents et 30% des enfants. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'à la génération d'après, l'hébreu commence à infuser dans la population. Mais en tout cas, 60% des gens déclarent que finalement, il leur serait plus aisé de comprendre une conférence en yiddish qu'une conférence en hébreu. En 1925, un autre moment important advient la création de l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors déjà, notez le nom, Université hébraïque de Jérusalem. Ha-Universita ha-Ivrit. C'est une université qui est tout de suite nommée hébreu. Et s'est posé la question de créer une chaire de yiddish à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et là, ça a donné lieu à des polémiques extrêmement violentes. Alors cette chaire de yiddish, vous savez, le mouvement sioniste s'est constitué. Il fallait de l'argent, évidemment, pour créer un futur État et toutes les structures. Et donc le mouvement sioniste n'a pas cessé de faire des collectes de fonds pour ces réalisations. Et là, la collecte, elle était assez immédiate, puisque le journal yiddish, un des grands journaux yiddish, quotidien yiddish de New York, Der Tog, Le Jour, avait dit « on va financer la chaire de yiddish de l'Université hébraïque de Jérusalem ». Et là, au même moment, il y avait une brigade qui s'appelait Gdud Meganei Hasafa Haivrit, c'est-à-dire la brigade de protection de la langue hébraïque, qui a fait une campagne par affiche et par annonce dans les journaux. Et il y a deux panneaux de cette campagne. Le premier dit « Ha-Cathedra le jargon, Churban ha-Universita ». Ha-Cathedra le jargon, alors déjà c'est intéressant, Ha-Cathedra c'est-à-dire la chaire, les jargon, c'est-à-dire la chaire de jargon, qui était le nom qu'on donnait au yiddish depuis la fin, enfin
que les opposants au yiddish donnaient depuis la fin du 19e siècle. Ce n'était pas une langue, c'était un jargon, un dialecte à peine. Et Khurban ha-universita, c'est-à-dire c'est la destruction de l'université. Mais le mot Khurban, c'est un mot très fort, puisque Khurban est utilisé pour Khurban Beit Rishon ve Khurban Beit Sheni, c'est-à-dire la destruction du premier temple de Jérusalem et du deuxième temple de Jérusalem. La deuxième affiche dit à cathédrale et jargon, toujours la même chose, la chaire de jargon, Tselem beheichal haïvri, c'est-à-dire profanation du sanctuaire, ou c'est ça, quelque chose comme ça, hébreu. Profanation au sens où les Grecs, enfin dans l'histoire de Hanouka, les Grecs ont profané le temple et les Maccabis reviennent pour réinstaurer le culte juif dans le temple. C'est vraiment des mots d'une force terrible. Et quant à lui, le quotidien Doar Hayom, un journaliste dans le quotidien, déclare Shylock, donc le personnage principal de la pièce Le Marchand de Venise de Shakespeare, qui est souvent considéré, on peut discuter là-dessus, mais ce n'est pas le sujet, comme une pièce antisémite. Shylock, donc il déclare, ce journaliste, Shylock a vendu une livre de sa chair pour de l'argent, nous allons vendre notre âme entière pour de l'argent. Et pourtant, depuis le milieu du 19e siècle, la littérature yiddish et la littérature hébraïque étaient à de nombreux égards des littératures sœurs. Et même, il y a un article d'un intellectuel qui s'appelle Shmuel Niger qui dit Die Zweisprachigkeit von unserer Literatur, le bilinguisme de notre littérature, c'est-à-dire une littérature qui s'exprime dans deux langues. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec l'émergence de la littérature yiddish moderne et l'émergence de la littérature yiddish hébraïque, c'est les mêmes auteurs souvent et le même lectorat qui lit les mêmes livres. Ce sont les mêmes juifs d'Europe orientale qui sont capables de lire à la fois de l'hébreu et du yiddish. Donc c'est une seule littérature qui s'exprime dans deux langues. À cet égard, on a beaucoup parlé de Chaim Nachman Bialik, qui est le grand poète national d'Israël, mais Chaim Nachman Bialik était un poète bilingue. Il a écrit plus en hébreu qu'en yiddish, mais son génie littéraire s'est exprimé aussi bien et avec la même qualité en hébreu et en yiddish. Et jusqu'aux écrivains nés dans les années 1890-1900, grosso modo, bon, il y a des exceptions évidemment, mais grosso modo, eh bien, la plupart des écrivains sont bilingues. Il y a un écrivain qu'on n'a pas tellement nommé pendant ces rencontres, qui est Mendele Mocher Sfarim. En hébreu, on dit Mendele Mocher Sfarim, et en yiddish, on dit Mendele Mocher Sforim. C'est une question d'accentuation. C'est un écrivain qui a écrit dans les deux langues et qui est considéré comme un classique de la littérature, à la fois dans la littérature hébraïque et la littérature yiddish. Donc jusqu'à ces écrivains nés dans les années 1890, c'est-à-dire des écrivains qui sont arrivés à maturité 20-30 ans après, c'est-à-dire jusque dans les années 1920, il est beaucoup question d'une seule littérature qui s'exprime dans les deux langues. Donc en fait, cette opposition est extrêmement surprenante, parce que pourquoi réduire à une seule langue ? Et c'est d'ailleurs la réaction du poète dont Dori a parlé, le poète d'extrême droite, mais le très grand poète Uri Tzvi Greenberg, qui était fils de Rabbi Chassidik, qui lui-même était auteur bilingue, qui a écrit, quand il était en Europe, à la fois en hébreu et en yiddish, et qui, lors de cette polémique autour de l'université hébraïque, n'a pas pris, pourtant c'était ce qu'on appelle en yiddish Afarbrenter sioniste, c'est-à-dire un sioniste enflammé, il n'a pas pris fait et cause contre la chaire de yiddish, et il a précisé que s'il le faisait, s'il prenait cet engagement pour inciter à créer une chaire de littérature yiddish et de yiddish, ce n'était pas parce que lui-même il était écrivain bilingue, donc il ne prêchait pas pour sa propre chapelle, mais parce qu'il considérait que Eretz Israël devait être le réceptacle, et donc l'université hébraïque de Jérusalem, qui était le temple de la culture juive en Eretz Israël, devait être le réceptacle de tout l'esprit
du judaïsme, et y compris de la littérature, dans toutes ses expressions, et qu'il serait dommage que l'expression de la littérature yiddish n'ait pas droit de citer à l'université hébraïque de Jérusalem. Finalement, cette histoire, je vais en avant, mais je reviendrai en arrière, cette histoire s'est réglée de la manière suivante. La chaire de yiddish, ça a été créé en 1951. Ça a donné à nouveau lieu à une polémique, puisqu'il était évident pour de nombreuses personnes qu'il fallait nommer à cette chaire Max Weinreich, qui a été le grand intellectuel yiddish qui a créé un centre à Vilnius en 1925. La même année où l'Université hébraïque de Jérusalem a été créée, il avait créé le YIVO à Vilnius, dont la filiale américaine, après le génocide, a pris évidemment toute son ampleur. Donc, il était question de nommer Max Weinreich, mais il y a des oppositions violentes parce que Max Weinreich n'était pas sioniste, qu'il n'avait jamais habité en Palestine, Israël, et donc a été nommé à cette chaire quelqu'un qui était tout à fait intellectuel aussi, qui s'appelle Dov Sadan. Et qui avait changé son nom en plus, il s'appelait Sadan, donc un nom hébraïque. Où en étais-je? Donc on revient en arrière. On revient en arrière avec une autre visite, en fait, en 1927, de deux écrivains yiddish, dont un extrêmement connu, qui s'appelle Sholem Asch, qui a été pas mal traduit en français, notamment sa trilogie Varsovie, Pétersbourg et Moscou. Mais c'est sans doute un des écrivains yiddish qui a le mieux gagné sa vie en tant qu'écrivain, donc pour vous dire sa popularité. Et un deuxième, un petit peu moins connu, mais célèbre de son temps, Peretz Hirschbein, donc qui viennent des États-Unis en visite. Et là, ils s'expriment en yiddish dans la rencontre. Et Bialik, Chaim Nachman Bialik, le poète national, participe à cette rencontre et à un moment parle du yiddish et de l'hébreu en disant que le yiddish, les relations entre le yiddish et l'hébreu, c'est Zivug min Hashamaim. Alors Zivug min Hashamaim, c'est une tradition, une légende juive, enfin une tradition juive, qui dit qu'en fait les couples sont créés dans le ciel par Dieu et que donc toute la vie, ce n'est pas d'économiser ses paroles comme disait Valérie, enfin c'est une autre légende, mais toute la vie consiste à rencontrer sur terre celui ou celle avec lequel l'union a été scellée dans le ciel. Donc zivug, le couple fait dans les cieux. Donc le yiddish et l'hébreu, c'est un couple fait dans les cieux. Et cette expression de la part du grand poète national hébraïque a donné lieu à des réactions très violentes de gens qui ne comprenaient pas comment le poète hébraïque national pouvait dire une chose pareille. Voilà, donc quelques exemples de... Alors là, on va donner un petit peu de chair à cette situation. On peut comprendre que dans cette situation, les grands écrivains yiddish n'aient pas été tellement attirés par la Palestine. Alors qu'au même moment, il y avait New York, il y avait Varsovie, et au début des années 20, il y avait l'attirance de l'Union soviétique qui proposait des statuts aux écrivains yiddish. C'est-à-dire que les écrivains yiddish en Union soviétique, je vous parle du début des années 20, je ne vous parle pas des années 40 ou 50. Les juifs avaient été considérés comme une des nationalités de l'Union soviétique, le yiddish comme langue officielle, et donc les écrivains, comme dans tout pays centralisateur, pouvaient avoir un salaire, on créait des revues, leurs œuvres étaient écrites en yiddish et traduites immédiatement en ukrainien, en russe, etc., et diffusées à des milliers d'exemplaires dans toutes les bibliothèques de toute l'Union soviétique. Donc c'était un lieu qui était très attirant, notamment pour les écrivains yiddish de Pologne, dans un pays, la Pologne, où les gens commençaient à se demander s'il était bon de rester dans ce pays. Et c'est là où on va faire un petit détour par des parcours personnels. Je vais me permettre de citer quelque chose que j'ai évoqué dans un roman que j'ai publié il y a quelques années et qui raconte la vie de trois écrivains yiddish de Pologne, Urycki Greenberg, dont j'ai déjà parlé, ces trois écrivains qui se rencontrent à Varsovie en 1920, qui créent des revues ensemble
entre 20 et 22 à Varsovie, qui font la bombe ensemble à Varsovie, des écrivains d'avant-garde. Et en 1923, Oritzi Greenberg part en Palestine. En 1923, un tout petit peu, quelques semaines avant Oritzi Greenberg, Peretz Markish va en Palestine, repart très vite et s'installe en Union soviétique en 1925. Il sera assassiné en 1952 sur ordre de Staline, après, à la fin des années 30, avoir obtenu le prix Lénine, l'ordre Lénine, ce qui était un ordre extrêmement prestigieux, pour vous dire la schizophrénie du pouvoir soviétique. Et le troisième, Melechavitch, qui lui reste en Pologne un petit peu plus longtemps, devient le secrétaire de l'Union des écrivains et journalistes juifs de Varsovie, qui était un lieu extrêmement intellectuel et un lieu de diffusion culturelle pour toute la Pologne extrêmement important. Et dans les années 30, il se fait embaucher comme schnorrer, c'est-à-dire quémandeur, par les écoles yiddish, le mouvement des écoles yiddish de Pologne, pour aller faire le tour des communautés juives du monde, là où les gens avaient de l'argent. Donc il part en Australie, en Amérique du Sud, etc., en disant « donnez-nous des sous pour les écoles yiddish de Pologne ». Puis finalement arrive la guerre et en 1941, il ne revient pas en Pologne et il s'installe à Montréal. Donc par ces trois figures, ça me permettait dans ce roman de décrire la trajectoire de décrire la diaspora des Juifs de Pologne entre les deux guerres. Mais on va s'arrêter à l'année 1923 et un échange de lettres entre ces trois écrivains. Alors un échange de lettres que j'ai trouvé dans leurs archives, qui se trouve à la Bibliothèque nationale d'Israël. Alors je dois vous faire un aveu, c'est que je ne me souviens plus quelles sont les lettres réelles et les lettres que j'ai inventées. Parce que des fois j'ai inventé certaines lettres. C'est un roman, hein. Mais je crois que celles-ci, elles sont réelles à quelques petits caviardages près. Mais en tout cas, si elles ne l'étaient pas, elles ont un sens. Enfin, elles ne sortent pas de nulle part. Donc c'est Oritzi Greenberg qui écrit en 1923. À Peretz Markish, à l'Union des écrivains, donc Oritzi Greenberg vient d'arriver en Palestine, à Jaffa. À Peretz Markish, auprès de l'Union des écrivains et des journalistes juifs de Varsovie, Tlomatskie 13, Warszawa, Polonia. Frères, que s'est-il passé? Nous devions nous retrouver et construire ensemble la culture juive moderne. Pourquoi m'as-tu abandonné? À Oritzi Greenberg, auprès de la rédaction de Kuntras, Jaffa, Tel Aviv, Palestine. Frères, je suis venu, j'ai vu et je n'ai pas pu. Je n'ai qu'un pays, la langue yiddish, et nos frères de Palestine n'en ont que pour l'hébreu. Je ne sais plus, j'ai vu Berlin, Londres, Paris, que pourrais-je y faire? Chagall a de la chance, sa peinture se lit dans toutes les langues. Mais à Paris, je serais un écrivain de seconde zone et je veux rester ce que j'ai toujours été, le premier. Bien sûr, la situation est difficile à Varsovie. Nos juifs ne t'intéressent pas à la nouvelle poésie, mais peut-être qu'à l'avenir, les choses s'amélioreront. Nous avons un nouveau projet, un magazine littéraire, un hebdomadaire. Un nom a été trouvé, Literarische Blätter, feuillet littéraire. Et un mécène aussi, un homme toujours prêt à perdre son argent dans de grandes aventures. Quand la situation économique sera meilleure en Union soviétique, peut-être y aura-t-il quelque chose à y faire. J'aurais voulu que nous soyons les premiers ensemble, mais je ne peux pas laisser la langue des bourgades juives, même au profit de celle des prophètes, qui est aussi notre langue, mais qui jamais ne pourra exhaler l'odeur de la terre noire de ma Volhynie et des étangs de ta Galicie, et que je ne maîtrise pas aussi bien que toi. Je ne descends pas de Rebbe Israël de Rougine, je suis le fils d'un petit Mélamède de Shtetl. Toi à Jérusalem, moi dans la Jérusalem de Pologne, nous construirons la culture juive moderne en communion, car je suis ton frère, à jamais. À Peretz Markish, auprès de l'Union des écrivains et des journalistes juifs de Varsovie, Tlomatskie 13, Warszawa, Polonia. Mon petit Peretz, tu me parles de l'Union soviétique, mais vois comment on y persécute les écrivains hébraïques. Le grand Bialik a dû se sauver. Bien sûr, on y fait mine de promouvoir le yiddish, mais quel yiddish? Crois-tu que tu pourrais encore écrire ton monceau dans la Kiev Nouvelle? N'oublie pas que tu en es parti un jour. La situation n'est plus la même qu'en 1919. Les premiers temps de la Révolution laissaient les plus grands espoirs, mais à présent, les partis doivent se soumettre ou se démettre. Tous nos juifs qui se disent progressistes n'ont parcouru que des extraits de Marx et de Lénine. Moi, j'ai tout lu, et je ne vois pas comment une société radieuse peut émerger de tant de ressentiments.
Prends garde à toi, je t'aime, et seul l'amour pourra sauver le monde. Ton Uri Tzvi. Ensuite, lorsqu'il écrit à Meller, le ton d'Uri Tzvi est moins tendre. Tel Aviv, le 18 octobre 1924. Mon petit Ravitch, par quoi commencer? Je comprends que tu m'en veux, mais j'ai de quoi être en colère car je lis votre dernier bébé, les feuillets littéraires, et je réalise que le front que nous avions constitué contre les impotents spirituels de notre République des lettres est rompu. Uri Tzvi Greenberg est peut-être une personnalité un peu agressive. Toi et Markish êtes à présent dans le camp d'Aaron Zeitlin. Quelle tristesse et malheur à vous. Quand je lis ce que vous écrivez, je me dis que vous marchez sur la tête, vous peignez les nuages. Vous n'avez pas de maison. J'ai une terre sainte semée de villages juifs, de routes juives et tout ce que l'on peut voir là-bas, en Pologne, chez les Goyim. Nous avons notre propre lumière électrique. J'ai plaisir à regarder la pluie tomber, car nous portons tous sur nos épaules cette terre que nous avons ensemencée. Sais-tu ce que cela signifie, mon cher, pour un juif et pour un poète en particulier, de prendre un bateau pour la ville de Jaffa et de fouler sa propre terre? Il ne s'agit pas de tergiverser. Oui, non, il s'agit d'une vérité, notre sang, notre chair. Que puis-je te dire? Si tu étais à mes côtés, tu t'épanouirais, car je sais combien ton corps et ton esprit piaffent comme de jeunes taureaux en attente d'une réalité juive, d'un petit bout de terre juive. Sais-tu ce que le mot « émek » signifie? Sais-tu ce que cela nous fait quand nous prononçons ces paroles « in émek » dans la vallée? Il y a ici, il parle de la vallée de Yisraël, qui est la vallée où il y a eu nombreux des premiers kibbutz. Il y a ici ce qui nous a manqué partout où nous avons séjourné, dans les pays où vivent les Slaves. Il y a ici ce que les Slaves possèdent et que nous n'avons pas là-bas. En Pologne, notre esprit est comme du papier sur du papier, des lettres d'imprimerie. Ici, la terre et l'esprit. Fais tout ce que tu peux pour venir, tel que je te connais, tu aimeras la terre d'Israël. Tu verras des lettres juives sur les panneaux indicateurs. Des lettres juives. Notre Aleph Bet n'est pas profané ici. Viens et vois. Ne reste pas en Pologne à écrire tes blasphèmes. Nous ne pourrons pas rester en Pologne. C'est impossible. La Pologne sera notre Golgotha. Pour les poètes yiddish, 1924, pour les poètes yiddish, la terre slave est une malédiction. Combien de temps allez-vous encore secouer vos troncs à aumônes sur lesquels il est gravé « La charité sauve de la mort ». Je t'écris cela car je sais combien l'intranquillité t'habite et combien ton sang brûle à la recherche de Yiddishkeit. Crois-moi, je souffre d'avoir dû vous quitter, Peretz et toi. Si vous étiez à mes côtés, quel chant magistral nous entonnerions. Uri Tzvi. Voilà, bon ça continue après, mais on va passer à autre chose. Voilà, donc vous voyez un peu le contexte de ces écrivains yiddish qui ne savent pas très bien où aller et qui font leur choix à ce moment-là. Excusez-moi. Donc je vous disais que avant le génocide, le Yishuv n'avait pas attiré d'écrivains majeurs pour ces différentes raisons, d'écrivains yiddish majeurs. Néanmoins, il y a quelques écrivains sionistes comme Uri Tzvi Greenberg, enfin, c'est un des plus grands qui ait pu s'installer à ce moment-là, mais à partir du moment où il s'installe en Palestine, il n'écrit plus en yiddish, jusqu'au milieu des années 50 où il écrit à nouveau quelques poèmes qui sont inspirés par la disparition de ses parents pendant le génocide, ses parents qui étaient restés à Lemberg, en Galicie, et ça lui inspire quelques magnifiques poèmes en yiddish, mais entre 1923 et 1954, je crois, il n'écrit pas, enfin il ne publie pas une ligne en yiddish. Donc malgré tout, parmi les poètes, les écrivains qui s'installent, il y en a quelques-uns qui s'installent en Palestine à ce moment-là. Je voudrais citer et lire des vers de Yosef Papiernokov. Oh là là, mais le temps est passé. Yosef Papiernokov, qui est né en 1897 à Varsovie, qui est mort en 1993 en Israël et qui est arrivé en Palestine en 1924. Il écrit ce poème, donc on est dans les années 20. Soll sein, als ich boi in der Luft meine Schlösser, soll sein, als mein Gott ist im Ganzen nicht da. In Träumen ist mir heller, in Träumen ist mir besser, in Cholem der Himmel ist bläuer von blau. Soll sein, ich will keinmal zum Ziel nicht erlangen, soll sein, als mein Schiff wird nicht kommen zum Breg,
Mir geht nicht in dem, ich soll haben der Gangen, mir geht nur in Gang auf ein sonnigen Weg. En français, ça donne dans une traduction très libre de ma part, et soyez très indulgents parce que je l'ai faite rapidement. Il se peut que je bâtisse des châteaux en Espagne, il se peut que mon Dieu n'existe pas. Mon rêve est plus clair, mon rêve est bien mieux. En songe, le ciel est plus bleu que bleu. Il se peut que je n'atteigne jamais mon but, il se peut que ma barque n'arrive pas à son port. Peu m'importe que je n'y parvienne pas, seul m'importe de cheminer sur une route ensoleillée. Donc on voit en yiddish l'idée de l'engagement politique et de l'idée que c'est l'engagement qui compte à un moment où on ne sait pas encore si l'État d'Israël va pouvoir être créé ou pas. Alors il faut que j'arrête maintenant ou je peux continuer? Je peux continuer? Non. On m'avait dit 50 minutes, donc je suis très angoissé. Et néanmoins, on constate dans l'essence de la littérature yiddish, mes prédécesseurs vous ont raconté combien, jusqu'aux années 60 et 70, la littérature hébraïque était un petit peu corsetée par l'idée d'être une littérature nationale, et l'idée d'être au service d'un objectif idéologique. Pour la littérature yiddish en Israël, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, la littérature yiddish en Israël souffre du fait qu'il y a très peu d'organes pour s'exprimer, très peu d'impressions. Et donc, les écrivains qui sont installés en Palestine, pardon, pas en Israël, on est encore dans les années 30, eh bien, ils publient dans les revues, dans les journaux, dans les maisons d'édition qui se trouvent ailleurs qu'en Palestine. Et donc, de toute façon, comme il y a une espèce de diktat contre la littérature yiddish, c'est toujours pareil, dans les marges. Si la psychanalyse a été suivie par les juifs au départ parce que les juifs étaient les laissés pour compte de leur société, si le milieu homosexuel au moment où il était extrêmement opprimé a donné lieu à beaucoup de créativité, c'est parce que quand on est dans les marges, eh bien, on a finalement une grande liberté. Eh bien, la littérature yiddish en Palestine à l'époque, c'est ça, c'est une liberté d'écrire ce qu'on veut parce qu'on n'est pas sous le regard du pouvoir. Alors, jusqu'au génocide, il y a très peu de publications. De 1928 à 1939, il y en a 19 qui sont très fines. Et ce qui est intéressant, c'est le nom de ces revues. Leur nom, c'est Eins, Zwei, Drei, Vier. 1, 2, 3, 4. Il y en a même une qui s'appelle Entre 2 et 3, Zwischen zwei und drei. Ou alors d'autres qui s'appellent Mai, Mai ou October. Alors qu'à la même époque, dans d'autres pays, il y avait Unser Stimme, notre voix, Unser Kampf, etc. Toujours des choses très collectives. Ou alors In sich, à l'intérieur de soi, Die Junge, les jeunes. Là, on essaye d'être le plus transparent possible. Néanmoins, de 1934 à 1955 paraît un hebdomadaire très, très fin, mais quand même hebdomadaire, qui s'appelle Neue Welt, le Nouveau Monde. Après advient le génocide, cette chose qui a quasiment éradiqué le judaïsme d'Europe, et la situation change totalement. Malgré tout, en 1942, je crois, je ne sais plus si c'est 40, enfin à peu près dans ces eaux-là, une rescapée du ghetto de Vilno et une combattante du ghetto de Vilno parvient en Palestine et est reçue par Ben Gurion, et Ben Gurion lui demande de témoigner sur ce qui se passe dans le ghetto de Vilno. Elle souhaite témoigner en yiddish. Ben Gurion refuse en disant on ne va pas témoigner dans une langue. Il utilise un adjectif que j'ai oublié, mais une langue dévoyée, ce qui fait un scandale. Enfin, il y a des réactions très violentes contre Ben Gurion qui a ce mot malheureux. Donc, alors après la Seconde Guerre mondiale et le génocide, arrivent de nombreux réfugiés de Pologne, enfin d'Europe orientale, et arrive avec eux, en 1947, un grand poète et un grand héros du ghetto de Vilno, dont on a déjà parlé avec Dori hier, qui est Avrom Sutzkever. Et Avrom Sutzkever va changer totalement la situation, c'est-à-dire la créativité yiddish en Israël. Donc il est né en 1913, il est mort en 1910, donc en 2010, pardon, une grande longévité. Il crée en 1949 une revue
qui sera une des grandes revues, il y en a deux ou trois dans le monde, mais une des grandes revues littéraires yiddish de l'après-guerre, qui s'appelle Die Goldene Kate, la chaîne d'or. Donc l'idée de tradition, hein, la chaîne. Et il la crée, il bataille beaucoup pour la créer. Alors en 1947, il est reçu de manière très honorifique, parce qu'il est aussi un héros du ghetto de Vilno, donc c'est pas du tout négligeable. Il a porté témoignage, l'Union soviétique lui a demandé de porter témoignage sur le ghetto de Vilno au procès de Nuremberg, donc il est auréolé de tous ses actes d'héroïsme. Et il est reçu par l'intelligentsia, les écrivains hébraïques, avec les honneurs. Et puis quand il dit je vais créer une revue yiddish en Israël, là, c'est moins drôle. Et il bataille beaucoup, et en 1949, néanmoins, il arrive toujours avec cette ambivalence, malgré tout, des socialistes, des sionistes socialistes. Il arrive à convaincre Yosef Sprintzak, qui est le secrétaire général de la Histadrut, qui est le grand syndicat hyper puissant, qui est quasiment le squelette de l'État d'Israël, enfin en tout cas sa colonne vertébrale, de financer la revue Die Goldene Kate, dont il sera le directeur jusqu'en 1995. Mais alors la sortie du premier numéro de Die Goldene Kate donne lieu à des discussions homériques. Alors déjà, la constitution du premier numéro, c'est à la fois des écrivains yiddish qui sont déjà présents dans le pays depuis longtemps, comme Yosef Papiernikov, que j'ai cité, ou d'autres, et puis des nouveaux arrivés, des rescapés de Pologne et de Russie, et également des grands écrivains yiddish, des États-Unis notamment, ou d'ailleurs, ou d'Amérique du Sud. Et il y a aussi une part belle qui est donnée à la traduction de littérature hébraïque en yiddish. Alors cette constitution donne lieu à des réactions diverses. La première réaction d'un intellectuel hébraïque, donc, dit, je cite, « La voix poétique d'Eretz Israël n'est pas audible en yiddish. Le yiddish n'est pas enraciné dans la terre et ne se possède pas de branches. Les poèmes hébraïques traduits dans Die Goldene Kate ne restituent pas l'odeur de la terre d'Israël. » A contrario, il y a Shmuel Niger, que j'ai cité tout à l'heure, qui avait écrit cet article, Le bilinguisme de notre littérature 40 ans avant, qui est toujours vivant, enfin à l'époque qui est toujours vivant, publie dans Die Zukunft, une très bonne revue littéraire et intellectuelle de New York. Lui habite New York également, il est d'ailleurs rédacteur de Die Zukunft à l'époque, je crois. Et il a donné une contribution pour le premier numéro de Die Goldene Kate qui a été coupé en deux, non pas sur le désir d'Avram Sutzkever, mais sur des pressions de la Histadrut. Et donc, il est outré par le fait qu'on lui ait un peu coupé la voix. Et finalement, on a supprimé les passages les moins idéologiques ou les plus idéologiques de son article. Et il s'exprime choqué que l'on utilise Die Goldene Kate comme outil de propagande pour Israël et la culture hébraïque. Néanmoins, Die Goldene Kate, magnifiquement rédigé par Sutzkever, qui se fait des ennemis parce qu'il commence à faire un travail d'editing, de rédaction des grands écrivains yiddish du monde. Et donc il leur dit, en gros, c'est très bien votre texte, mais on va le réécrire un petit peu. Donc parfois ça ne plaît pas beaucoup, mais en tout cas ça a été un rédacteur extraordinaire. Il a fait naître des nouvelles voix également. Et ça a été un lien très important entre Israël et le monde yiddishophone de la diaspora, cette revue, qui s'est arrêtée en 1995. Et petit à petit, la part de traduction de la littérature hébraïque décline, parce que finalement, Israël n'est pas très intéressé par ça. Et puis les juifs de diaspora, ce qu'ils veulent, c'est de la littérature yiddish, des écrivains qu'ils connaissent, écrite dans la langue d'origine. Voilà. Et dans les années 50, Avram Sutzkever suscite un mouvement littéraire qui s'appelle Young Israel, Jeune Israël, avec uniquement des écrivains des jeunes écrivains qui viennent soit d'Europe, soit y compris des États-Unis, et qui publiera trois numéros, 3 almanachs en 1954, 56 et 57. Je voudrais terminer
je terminerai par 2 lectures de Sutzkever, parce que c'est un tellement grand écrivain que ce serait dommage de vous priver de sa voix. Je voudrais juste dire avant ces lectures que je vous ai parlé de l'arrivée des Juifs d'Union soviétique dans les années 70 puis 90. Ça a revivifié la littérature yiddish en Israël. À partir des années 60, après un blackout complet en 1952 du pouvoir soviétique, à partir de 1962 a été créée une revue qui s'appelait Sowjetische Heimland, la patrie soviétique, qui a été une revue importante pour les Juifs d'Union soviétique et qui avait notamment un atelier de création littéraire où des gens de ma génération ou de 10 ans de plus que moi ont pu apprendre à écrire, à se former à l'écriture en yiddish. Et donc ces personnes arrivent dans les années 90 et revivifient la littérature yiddish en Israël. Et avant cela, dans les années 70, arrive un écrivain qui s'appelle Yosef Kerler, qui est passé par le Goulag et qui donc fait partie des premiers refusniks arrivés en Israël dans les années 70 et qui crée une revue qui s'appelle le Yerushalaymer Almanach, l'Almanach de Jérusalem, et dans lequel il donne la voix aussi à beaucoup d'écrivains venus de l'Union soviétique ou venus de Pologne dans les années 50, 60, 70. Donc nous finirons... Nous finirons la lecture ce moment par quelques lectures d'Avram Sutzkever. Et j'ai encore une chose à dire, je m'en excuse déjà. De nos jours en Israël, en fait, quand vous discutez avec les gens dans la rue, la langue... Parce qu'on a parlé du vieux Yishuv, qui était des communautés religieuses, qui n'avaient pas encore accédé à la modernité à la fin du 19e siècle. Et en fait, les héritiers symboliques, si ce n'est génétique, mais en tout cas symboliques de ce vieux Yishuv, ce sont d'une certaine manière les ultra-orthodoxes d'Israël. C'est-à-dire des gens qui disent « Nous, on n'est pas en Israël parce qu'on est sioniste, on est en Israël parce qu'on est là. » Et on pourrait être à New York, mais bon, nos grands-parents étaient là, on est là. Et en fait, quand on dit yiddish en Israël de nos jours, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est la langue des Haredim, des ultra-orthodoxes. » Donc, comme il y a des gros conflits politiques entre les ultra-orthodoxes et la majorité, le consensus israélien, comme on l'appelle, eh bien, le yiddish est beaucoup catalogué comme la langue des ultra-orthodoxes, donc une langue à laquelle on ne veut pas tellement toucher. Mais ce que je voulais dire avant cette lecture, c'est que dans une conversation avec Michal Govrin hier, Michal me disait qu'elle avait appris le yiddish tardivement, et elle m'a dit, à un moment donné, j'ai eu la sensation que je ne pouvais pas écrire vraiment en hébreu si je n'apprenais pas le yiddish. C'est aussi ce que dit Aaron Appelfeld. Aaron Appelfeld, quand il arrive en Israël, il ne connaît pas l'hébreu, mais il veut devenir écrivain, et il raconte que, eh bien, il a eu la sensation que pour pouvoir devenir écrivain hébraïque, il faut qu'il connaisse le yiddish et qui connaissent les textes, le Tanakh, enfin la Bible, le Talmud, etc. Donc il est passé par cet apprentissage pour pouvoir devenir un écrivain hébraïque. Et ce que Michal disait m'a fait écho de l'écrivaine Rachel Shalita, qu'on a publié aux éditions de l'Antilope. On a publié son premier roman il y a 1 an et demi. Quand on s'est rencontré avec Rachel, elle m'a demandé ce que je faisais. Bon, je venais comme éditeur, mais du coup, elle découvre que j'ai été pendant 20 ans le directeur de la Maison de la Culture Yiddish. Et ça lui a déclenché quelque chose. Et maintenant, c'est une des plus grosses grandes ferventes de Bet Shalom Alechem à Tel Aviv, qui est l'équivalent de la Maison de la Culture Yiddish de Paris pour Tel Aviv. Et elle suit tous les cours de tout le monde, etc. Et elle dit la même chose. Elle dit... Je ne peux pas continuer à écrire en hébreu si je ne connais pas le yiddish. Donc c'est une chose que je trouve très intéressante. Alors finissons par ces lectures. 3 poèmes de Sutzkever. Je précise que j'ai apporté trois exemplaires d'un ouvrage bilingue de Sutzkever yiddish-français qui s'appelle Aquarium Vert, qui a été magnifiquement traduit par Batia Baum, publié par la bibliothèque Madame Maison de la Culture Yiddish, dont j'ai déposé quelques exemplaires à la librairie. Ce sont des poèmes en prose qui sont absolument magnifiques. Je commencerai par... alors, Sutzkever est une œuvre protéiforme. Enfin, il n'y a sans doute pas un sujet, pas un paysage. Enfin,
c'est 600 poèmes, Sutskever, et vraiment, c'est un poète d'une grande liberté de thématique, de forme. Mais là, je me suis intéressé pour le premier poème à son arrivée en Israël et à sa découverte des paysages. Lui qui avait passé son enfance en Sibérie, dont il disait que c'était les plus beaux paysages qu'il avait vus dans sa vie, et passé son adolescence en Lituanie et dans le ghetto de Vilno, où il a écrit des poèmes magnifiques d'ailleurs. Donc ce poème s'appelle Hirschen beim Yam Suf, qui a été traduit par Charles Dobzhinsky sous le titre Gazelle de Yam Suf. Bon, Yam Suf, c'est la mer Rouge, hein. Donc Gazelle de la mer Rouge. Der Sonnenvergang hat sich verrackschend mit Hose zu bleiben in Yam Suf bei Nacht, wenn es kommen zum Palaz von Wasser die unschuldig Rose, die edle Hirschen zu stillen dem Gummen. Sie losen die seidene Schottens beim Borten und lecken in Yam Suf die Ringen von Kilkeit, mit fiedlene Penne mehr lange und dorten geschieht die Verknassung bei sei mit der Stillkeit. Geendigt, entläufen sei reusige Flecken, bei lebendem Samt, noch es bleiben von Jommer, die Sonnenvergang Hirschen in Wasser und lecken, die Stillkeit von jene, wo seinen nicht mehr. S'obstine le soleil couchant, astre tenace, demeuré à Yam Suf quand surgissent le soir, vers le palais des eaux les gazelles de grâce et de roses innocents pour apaiser leur soif. De leurs ombres de soie se défont sur la rive et lèchent à Yam Suf des anneaux de fraîcheur, longs visages de violon, il leur arrive d'épouser le silence en os de douceur. À la fin, elle fuit, des taches roses sèches, dans le sable un regret qui survit au reflux, suit les gazelles du couchant, celles qui lèchent le silence de ceux qui déjà ne sont plus. Donc dans ce poème, on voit la description d'un paysage d'Israël, des gazelles qui viennent s'abreuver au bord de la mer Rouge. Déjà, c'est un peu étrange, des gazelles qui boivent de l'eau salée, mais bon, admettons. Mais le poème se termine par le silence de ceux qui déjà ne sont plus. Et souvent dans la poésie de Sutskever, notamment ces descriptions des paysages d'Israël, on a le souvenir de l'Europe orientale, des disparus, qui est toujours très présent. Et pourquoi il a choisi les gazelles, qui en yiddish se dit hirsch, c'est-à-dire le cerf. Le cerf, c'est un des symboles d'une des 12 tribus d'Israël. Et donc les synagogues d'Europe orientale, souvent comme la représentation n'est pas toujours évidente dans le judaïsme, la représentation de visage humain, eh bien il y avait souvent des animaux, et souvent les animaux qui sont les symboles des 12 tribus d'Israël contre les murs des synagogues. Donc c'est Hirschen, que Charles Dobzhinsky a traduit par gazelle, puisqu'en Israël ce sont des gazelles. Ce sont les cerfs d'Europe orientale, des paysages d'Europe orientale et des synagogues d'Europe orientale aussi. Un autre poème qui travaille un peu sur cette idée aussi de réminiscence, Paysage de fin de nuit. La lune chevauche un chameau de granit bossu, écoute, des frémissements traversent la terre comme des nuées. Un éclair aux cornes violettes plonge dans la mer, allumant la courbure d'une vague. Mais la lune méfiante regarde comme un vieux fossoyeur qui voit un nouveau-né. Voilà, donc toujours, bon, évidemment, le chameau de granit bossu, on pense au paysage du Negev, et la lune méfiante comme un fossoyeur. Il y a toujours la présence, pas toujours, mais parfois une présence de la mort. Et enfin, je finirai par un poème, parce que Sutskever a fait des voyages en Afrique qui l'ont beaucoup inspiré aussi. Un poème où il décrit des éléphants à la baignade. Des éléphants la nuit, comme des esprits pesants venus se baigner à la file dans le fleuve. Ils ne sont pas éléphants, mais en portent le masque. Moi, le chasseur de nuit, j'ai vu les antilopes devenir antilopes. Un soir, tapis dans les herbes, j'ai vu 7 éléphants lunaires s'approcher du bord. Tous ont un instant surveillé que personne ne les voyait, avant de tomber leur masque d'éléphant. Ils ôtèrent leurs oreilles, leur défense, leurs trompes, et 7 vierges se révélèrent,
7 vierges fendent l'eau de leur poitrine. Elles se courbent, réfractées, tentatrices, et elles nagent, elles s'éloignent. Je le savais. Elles nageraient bientôt à rebours et remettraient leurs oreilles, leurs trompes pour redevenir éléphants. Alors dans le silence du serpent, j'ai rampé jusqu'au masque, j'en ai emporté un, et je suis retourné me cacher. Et quand les 7 vierges enrobées de perles ont revêtu leurs robes d'éléphante couleur, il manqua un masque, transi, une est restée nue sur un rocher, seule, sans étreinte, sans caresse. Et moi, le chasseur, j'ai pris pour femme cette vierge démasquée. Je vous remercie.